Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Faites une pause, votre magazine hebdomadaire sur RCEP Sarthe. Au sommaire de cette semaine, nous irons au parc zoologique de Pêcheret où Laura Da Silva nous parlera des animaux de la ferme du monde pour sa première de l'année. Emmanuel Leduc fait également sa rentrée et nous parlera yoga avec son invité du jour, Laure Bouvier. Puis on terminera dans les Alpes-Mancelles sur un site historique du territoire, le manoir de Couëme à Ancines. On démarre donc du côté de Pêcheret. Nous retrouvons aujourd'hui Laura Da Silva, responsable du parc zoologique de Pêcheret. Bonjour Laura. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Faites une pause et vous nous parlez bien des animaux de la ferme du monde. Oui, tout à fait, parce qu'on a une ferme domestique. Alors bon, comme beaucoup de zoos, mais c'est l'occasion aussi de s'y intéresser et finalement de savoir pourquoi on a des animaux domestiques au sein d'un parc animalier qui présente des espèces sauvages. Et bien justement, je vous pose la question. Pourquoi vous avez des animaux domestiques à Pêcheret ? Alors, on va avoir, un rôle qui va être fondamental auprès des visiteurs. Donc, les espèces sauvages, c'est des espèces avec lesquelles on rentre pas en contact, puisque on peut avoir, soit un danger de gravité sur des morsures ou sur ce genre de choses, ou parce qu'il peut y avoir des transmissions de maladies qui vont être faciles. Et on sait pour autant que les visiteurs aiment être au contact des animaux. Donc, la ferme du monde, en fait, permet vraiment de donner cette possibilité de rentrer en contact, puisque les animaux sont domestiques. Donc, il n'y a pas de notion de dangerosité comme les animaux sauvages, et c'est surtout qu'ils sont adaptés en tant que domestiques au contact humain. Et si justement la plupart des fermes domestiques sont quand même au début dans les parcs zoologiques, c'est pour justement canaliser cette envie-là. Généralement, les enfants ont très envie de toucher les petites chèvres, d'aller voir les moutons, tout ça, donc ça leur permet un petit peu de se canaliser et d'avoir ce contact-là qu'ils peuvent pas avoir avec les animaux sauvages. C'est ça en fait la grosse différence évidemment avec les animaux sauvages, c'est la proximité et la facilité d'accès et de contact. Oui, voilà, tout à fait. On va pouvoir permettre des choses sur nos animaux domestiques qu'on ne pourra pas permettre sur les animaux sauvages. Par exemple, au-delà du contact, nous, on a un distributeur à granulés à la mini-ferme qui est en place où les gens ils peuvent acheter des petits jetons et puis du coup, ils ont une poignée de granulés qui leur est délivrée, ils peuvent donner à manger. Le contact vraiment de main directement avec les animaux domestiques pose pas non plus de soucis à ce niveau-là puisque il y a pas de, c'est des animaux qui sont habitués au contact avec l'homme, donc on peut les nourrir, on peut les toucher, on peut aller les voir et ça donne cette proximité-là. En tant que zoo, on véhicule ce message-là de protéger les animaux sauvages et la faune sauvage, mais il faut pas oublier qu'on a aussi des animaux domestiques qui ont des races des fois très particulières, qu'il y a des races qui ont des enjeux, que ce soit au niveau de la productivité qu'ils peuvent avoir en termes de lait, etc. et tout. Et c'est important aussi de montrer qu'on a une diversité de différentes races de moutons, de chèvres domestiques et d'autres animaux, et aussi de montrer que on a des races qui sont très importantes aujourd'hui pour les activités humaines parce que ça va être des bonnes races en termes de production laitière ou ce genre de choses. Et bien justement, est-ce qu'on peut présenter les animaux et les races que vous avez à la ferme du monde de Pêcheret ? Oui, alors bon, on en a quand même pas mal à Pêcheret, mais on va retrouver, on a des cochons de Göttinger, on va retrouver différentes races de moutons. On a du mouton paint du désert, du mouton raka, on a aussi des moutons de Somalie. Et puis au niveau des chèvres, on va avoir les chèvres toy qui sont un petit peu nos enclos, notre enclos phare, puisque du coup c'est des petites chèvres qui amusent beaucoup les gens puisque elles restent vraiment à taille miniature, c'est pour ça qu'elles s'appellent les toy. Et puis les chèvres ça a plutôt bon caractère, ça saute partout, donc voilà. On parlait des différences avec le public, mais est-ce qu'il y a aussi des choses qui changent pour vous, les soigneurs, dans votre approche envers ces animaux-là, dans les techniques de soins et dans votre manière de travailler tout simplement ? Oui, alors au niveau de notre équipe, ça va forcément changer des choses. Déjà, les animaux domestiques sont individualisés, ils ont souvent un prénom par rapport aux animaux sauvages. Alors, pour les animaux sauvages qui vont avoir des gros caractères ou qui se différencient ou qui reconnaissent leur prénom, ils sont aussi nommés, mais c'est moins courant que là, le domestique, où ils ont tous un prénom. Et c'est surtout que tout ce qui va être soin et tout, autant les animaux sauvages, on sait très bien que la plupart d'entre eux, il va falloir les endormir pour accéder en fait sur justement l'animal et faire des soins, etc. et tout. Là, tout ce qui est domestique, en fait, forcément, on va plus être sur de la contention, de la capture manuelle et puis contenir l'animal, que ça soit nos ânes, nos chèvres, nos poules, c'est des animaux qui se laissent manipuler facilement, avec lesquels on se met pas en danger. Donc, dès qu'on a besoin de faire
un vaccin ou une injection, on va le faire vraiment de manière manuelle auprès de l'animal, alors que sur les animaux sauvages, on aura plus tendance à tirer au fusil. En tout cas, c'est un espace qui plaît. Le public aime cet endroit, justement, ce contact avec les animaux aussi. Oui, bah tout à fait, ouais, c'est vraiment bah, comme je disais, un des enclos phares qu'on puisse avoir la mini-ferme et surtout cet enclos à chèvres. Et généralement, on entend souvent les parents qui disent aux enfants bah, on n'est pas venu là pour les chèvres on connaît, on en a partout autour de chez nous, ce genre de petites remarques, parce que souvent les parents ils voient que les enfants sont plus intéressés par les chèvres que par ce qu'on présente au niveau sauvage et qu'ils sont un petit peu dépités, mais en même temps, bah forcément, il y a ce contact et cette proximité qu'ils ont pas avec le sauvage, donc c'est normal aussi de voir que les enfants sont un petit peu plus enjoués à l'idée de voir les chèvres, quoi. Vous parlez de chèvres, justement, Laura, ça me fait la transition puisqu'on va terminer sur un autre sujet. Le mercredi 18 septembre là, qui arrive au cours de la matinée, vous allez mettre des chèvres à l'adoption. Oui, tout à fait. On met, comme chaque année, du coup, nos petits chevreaux de l'année qui sont nés là en début d'année à l'adoption, puisque du coup, ils peuvent pas non plus rester avec nous toute leur vie. Hein, faut qu'ils aillent faire leur vie de leur côté. On les met à l'adoption, donc on a un montant minimum, mais c'est un don libre de la part des gens avec le minimum juste à remplir. Bah, ça nous permet en fait, si vous voulez, de pouvoir justement aux petits chevreaux de pouvoir mener leur vie et d'aller faire leur vie de leur côté. On met une condition que si la personne adopte une chèvre toute seule, il faut qu'il y ait déjà d'autres animaux présents ou alors c'est deux minimum pour que du coup ils puissent quand même être en groupe. Et après tous les fonds en fait qu'on va récolter ce jour-là vont servir nous à aller dans la cagnotte conservation pour que du coup on puisse bah, financer derrière nos actions de conservation dans la nature auprès des espèces sauvages. Donc ça met encore plus le lien entre le domestique et le sauvage et ça met encore plus l'utilité aussi d'avoir nos animaux domestiques avec nous au sein du zoo. En termes des conditions d'adoption, donc vous l'avez dit par rapport au nombre, est-ce qu'il y a d'autres choses à prendre en compte aussi? Évidemment, qui dit chèvre dit espace vert assez conséquent. On va pas prendre une chèvre en appartement, mais est-ce qu'il y aurait des petits conseils comme ça à donner pour adopter une chèvre? Oui, bah alors comme n'importe quel animal, que ce soit un lapin, que ce soit un chat, un chien, n'importe quel animal domestique, c'est quelque chose qui doit être réfléchi, qui doit être acté, qui doit être pensé sur le long terme, parce une chèvre, ça vit quand même un petit paquet d'années, donc on est quand même sur une bonne dizaine d'années, voire peut-être 20 ans pour certaines chèvres, donc ça, voilà, faut l'avoir en tête. En effet, il faut du terrain. Généralement, les gens nous prennent les chèvres pour qu'elles entretiennent le terrain et bien évidemment clôturer assez haut pour pas qu'elles puissent sauter les clôtures et s'en aller. Donc avoir une chèvre, c'est une vraie responsabilité. Nous, généralement, on prévient aussi les gens qui prennent des renseignements auprès de nous en avance pareil, le transport, qu'il faut qu'il y ait une vraie variété de transport. On donne pas les chèvres et on met pas la chèvre dans le coffre comme ça. Il faut qu'il y ait une sécurité du moment où elles partent de chez nous jusqu'à ce qu'elles arrivent sur leur lieu de destination. On reste responsable de ces animaux jusqu'au moment où voilà, en tout cas, elles arrivent sur la propriété. Donc voilà, donc il faut réfléchir à avant le transport, pendant comment on va accueillir l'animal et le après de savoir qu'il va falloir le garder sur le long terme et voilà. Et si on veut se renseigner justement avant de venir vous voir le mercredi 18 pour cette matinée, comment est-ce que l'on fait? Eh ben, il faut pas hésiter à envoyer un message à info@pêcheret.com où du coup on pourra répondre aux diverses questions s'il y en a à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Ou appeler directement sur le numéro de téléphone. On a communiqué sur les réseaux sociaux une petite affiche qui parle de la vente de nos chèvres du coup de cette année et du coup au niveau de l'affiche il y a toutes les infos téléphone et mail si jamais les gens ont besoin de prendre des renseignements en amont. Donc les réseaux, un parc zoologique de Pêcheret, bien sûr. Merci beaucoup Laura da Silva, puis on se dit à bientôt sur RCF Sarthe. Merci. RCF Sarthe, la joie se partage. Vous êtes toujours dans Faites une pause. On retrouve maintenant Emmanuel Ledu et son invité de ce mois de septembre. Bonjour.
Pour cette première émission de la saison, j'ai la joie de recevoir Laure Bouvier, enseignante de yoga, qui a créé Essentiellement Yoga. Bonjour Laure. Bonjour Manuel. Vous pratiquez votre yoga au Mans, au Centre Renaissance, mais aussi en périphérie, à la Milesse et à la Bazoge. Et à la Bazoge. Oui. Et vous faites des propositions très variées, puisque vous accompagnez en groupe futures mamans et jeunes mamans, et puis les parents avec leurs enfants. Alors ce yoga si merveilleux reste parfois éventuellement un mystère selon la pratique qu'on lui donne. Est-ce que vous donneriez une définition et votre philosophie par rapport à cette pratique? Si, c'est vrai que le yoga a pour origine l'Inde, il y a des milliers d'années de cela. Cette pratique s'est toutefois adaptée, nous, à nos corps et à nos modes de vie européens, je dirais. On en retrouve toutefois les grands principes, bien sûr. Pour vous donner une idée, je pourrais me baser sur moi la manière dont je compose mes cours. Par exemple, je propose toujours, en début de séance, de prendre un temps pour se poser, donc un temps de relaxation, histoire de momentanément laisser de côté un petit peu nos préoccupations du quotidien. Prendre le temps justement là de respirer, de déposer le corps, de vraiment s'installer là, sur le cadre du tapis, entre nous. Voilà, tout simplement, et se mettre en bonne disposition pour vivre ensuite notre séance de pratique. Donc là, il s'agit d'une pratique corporelle, une posture d'asanas, de posture, que l'on va, suivant les séances, soit ces postures vont être plutôt statiques ou plutôt en dynamique, en mouvement, et en tout cas, cela se fait progressivement. On va d'abord prendre conscience de son corps, l'échauffer bien sûr, et puis vivre des postures pleinement, je dirais, et sachant que ce qui fait aussi la particularité du yoga, c'est que toutes ces pratiques qui passent par le corps, on le fait en conscience. Je veux dire que on va chercher à ne pas penser à sa liste de courses et tout ce qui nous reste à faire chez nous pendant qu'on pratique justement. Donc là est la particularité du yoga. On passe par le corps, une pratique corporelle, mais en même temps qui nous demande d'être là. Donc on travaille vraiment sur la concentration, sur la présence. Une pause de notre esprit grâce au mouvement dans le corps. C'est ça que vous voulez dire? Oui, tout à fait. Le yoga peut aussi se définir justement comme une pratique spirituelle ayant pour médiateur le corps. Donc on passe par le corps pour essayer d'aller chercher autre chose, une présence à soi, une présence à l'instant. Il y a également des pratiques respiratoires, une très très grande place à la respiration, que ce soit contrôlée ou si elle n'est pas contrôlée, au moins consciente. Et enfin, je termine ma séance par un temps de relaxation plus long, plus profond, avec visualisation et quelques notes de musique, par des instruments intuitifs ou bien une méditation. Donc voilà, une posture assise, pareil, on essaie de revenir à chaque fois à l'instant présent. Un beau programme, le temps d'une séance. C'est ça. Est-ce que vous pourriez nous rappeler les bienfaits, quelle que soit la philosophie que chaque enseignant peut partager, les bienfaits du yoga et pourquoi il y a tant d'engouement pour cette pratique? Eh bien, je pourrais dire finalement que les bienfaits seront là où vous en avez besoin. Car finalement, si on se retrouve tous ensemble dans une salle de yoga, on y recherche des choses différentes. On peut très bien venir en pratiquer le yoga parce que justement on se sent trop oppressé par le quotidien, on a besoin d'une bulle de respiration. Alors, par la relaxation, l'exercice respiratoire et même des grandes pratiques d'ouverture à la cage thoracique par exemple, d'assouplissement, d'équilibre, là on va chercher justement à ralentir et on y trouve cette soupape, un peu cet oxygène dont on a besoin. Certaines personnes viennent au yoga parce qu'elles ont mal au dos ou parce que un petit peu raide, besoin justement de s'assouplir, de mieux encore habiter son corps. C'est là qu'elles y trouveront les bienfaits. Il peut encore y avoir l'envie, tout aussi valable, de prendre du plaisir, tout simplement. Prendre du plaisir parce que, sincèrement, en fin de séance, on se retrouve dans un état quand même modifié. Alors, rien de marabout là-dedans, mais il n'empêche qu'on se sent différent lorsque l'on commence la séance et lorsque l'on repart. Sans parler également des échanges entre les élèves. Et votre petite note personnelle qui pourrait être ludique et joyeuse? C'est ça, souvent on peut avoir peur de franchir les portes d'une salle de yoga parce qu'on a peur soit d'être envoûté ou bien que ce soit plan-plan, voilà, que ce soit un peu lent, mais ce n'est pas que ça le yoga. Je peux très bien proposer, oui, des séances très centrées, sérieuses, mais d'autres où on va expérimenter ensemble des pratiques et il n'est pas interdit de rire, de sourire et j'encourage à prendre plaisir quoi qu'il en soit. Merci beaucoup Laure pour toutes ces informations et ce partage de votre passion pour le yoga. Je rappelle que votre site internet donne les informations, essentiellement yoga. À très bientôt. Merci beaucoup Emmanuel. Au revoir.
C'est bientôt l'heure de se quitter, mais avant on fait un petit tour dans le Nord-Sarthe. Nous sommes de retour dans les Alpes-Mancelles, aujourd'hui avec Vanessa Bélier de l'Office de tourisme des Alpes-Mancelles. Bonjour. Bonjour à vous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison et donc un bonjour à tous vos auditeurs. Pour votre première intervention de l'année, vous avez voulu nous emmener en fait dans un site majeur de l'histoire locale des Alpes-Mancelles. Oui, effectivement. Les Sartois ont peut-être déjà entendu parler de ce site qui s'appelle le manoir de Couëme. Il est situé sur la commune de Ancines. Alors, ce manoir est la propriété d'une très très ancienne dynastie, les seigneurs de Couëme, qui sont installés dans notre région vers l'an 1000 et sont dotés d'une très très grande puissance puisqu'ils ont été les grands alliés des rois de France. Et cette dynastie a possédé de très très nombreuses terres sur toute la Sarthe et notamment, pour vous donner un exemple, en plus du manoir de Couëme, donc situé sur notre territoire ancien, il possédait aussi le château de Bonnétable. Alors, le manoir de Couëme a une spécificité, donc il a été bâti à la fin du XVe siècle et c'était à l'époque ce qu'on appelait un manoir hall. C'est en fait un grand bâtiment sans étage qui avait pour seule fenêtre, pour ceux qui ont déjà connu ou qui viendront découvrir ce manoir, sur les côtés de ce grand bâtiment, vous avez 2 fenêtres en ogive sur chaque pignon et c'était donc à l'époque les seules ouvertures. Donc imaginez un bâtiment très haut, uniquement illuminé par ces 2 ogives sur les pignons. Et puis c'est un petit peu plus tard, c'est un certain Charles de Couëme qui parti en Italie, quand il reviendra, décidera de transformer ce manoir, je dirais, dans le style de là-bas. Et ce style de là-bas, c'est bien sûr la Renaissance. Et donc c'est lui qui créera un étage au niveau de ce manoir et ensuite vous aurez des ouvertures qui seront créées et c'est d'ailleurs les très très belles ouvertures en croisée que vous apercevez actuellement sur la façade quand vous viendrez découvrir ce très beau manoir. Alors aujourd'hui c'est un manoir qui est un vrai lieu d'habitation avec tout le confort d'aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas puisqu'il y a beaucoup de locaux qui l'ont connu aussi dans un état un peu plus relatif, dirons-nous, puisqu'il a accueilli pendant de très nombreuses années une ferme et c'est vraiment depuis 20 ans que ce site a été redoré, je dirais, tout simplement parce qu'il a été acheté par 2 nouveaux propriétaires il y a à peu près 20 ans et ils se sont engagés dans une restauration absolument folle, bien sûr dans les règles de l'art et notamment parce qu'ils sont très attachés à ce site et à l'histoire de ce site. Ils l'ont d'ailleurs fait inscrit à l'inventaire des monuments historiques en 2005. Et donc ça fait 20 ans à peu près qu'ils travaillent et qu'ils besognent à la restauration de ce manoir et sachez que ces propriétaires vous accueillent volontiers sur demande et sur appel téléphonique pour vous faire découvrir ce très très beau site, donc situé sur la commune de Ancines, donc au nord de notre territoire Haute-Sarthe-Alpes-Mancelles. Donc un site tout à fait remarquable à vous écouter et si vous nous en parlez aujourd'hui, c'est parce qu'il y a aussi une jolie exposition à découvrir. Oui, effectivement. Alors depuis que les propriétaires actuels sont installés au manoir, ils ont aussi lancé une association et ça fait maintenant 18 ans qu'ils organisent des expositions. Donc c'est l'exposition annuelle qui a toujours lieu au mois de septembre et c'est effectivement la raison pour laquelle je souhaitais vous parler de ce très beau manoir. Alors l'exposition 2024, elle accueille 2 artistes, Jean-Pierre Renard et Jean-Pierre Millard. Alors Jean-Pierre Renard dit qu'il a toujours dessiné, qu'il se souvient de ses premiers dessins depuis sa plus tendre enfance et aujourd'hui il est surtout connu pour ses sculptures et plus précisément ses sculptures en fer. Et puis Jean-Pierre Millard, lui, même s'il exposera à la fois des dessins et des peintures, il est aussi connu pour ses sculptures, mais qu'il préfère appeler des modelages. Et en fait, ce sont des modelages filiformes qu'il appelle d'ailleurs des totems. Donc la plupart du temps, la tête est en terre cuite et le corps, elle peut être constitué de matériaux assez divers comme le ciment. Cette exposition, elle sera visible tout le mois de septembre, tous les jours avec une entrée gratuite de 10h à 18h. Et sachez qu'en plus, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, les propriétaires du manoir, en plus de vous ouvrir les portes de cette très belle exposition, vous feront découvrir le manoir et toute son histoire. Merci beaucoup à Vanessa de nous avoir présenté ce joli manoir de Couëme à Ancines et cette belle exposition. Puis on se dit à bientôt sur RCF Sarthe. Merci, à bientôt.
Faites une pause, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur RCF Sarthe.